Bien, il s'agit donc maintenant de la dernière table ronde. Donc c'est sur handicap psychique, rétablissement, déstigmatisation, la place des FEPSI. Donc je vais commencer donc par une petite présentation sur le handicap psychique que j'ai appelé quelle réalité, quel regard. Si je pose la question rapidement, c'est quoi le handicap? Sans micro, c'est quoi le handicap? À chaud, c'est quoi le handicap? Dans la salle. Hein? Un déficit. Quoi d'autre? C'est quoi le handicap? Limitation. Et l'incapacité. Bon. Et oui, c'est là qu'on part en termes de représentation. Pour ça, je vais commencer par qu'est-ce que le handicap? Franchement, le handicap, c'est une situation. C'est une situation, le handicap. C'est une personne qui va être en situation. Et cette situation, le problème, c'est qu'on a des représentations et que ces représentations empêchent un petit peu qu'elles soient bien reconnues. Reconnues comment? Reconnues par la loi. Être en situation de handicap, ça ouvre des droits. Alors là, je parle comme c'est mon job. J'ai quitté après 45 ans de psychiatrie publique, dont 34 ans en Guadeloupe. Maintenant, je m'occupe du handicap, de la reconnaissance du handicap à la MDPH. C'est une situation qui peut être reconnue. Et quand elle est reconnue par la loi, elle ouvre des droits. Donc, être dans une situation de handicap, en fait, ça peut être un avantage. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas forcément reconnu par les autres, à cause des représentations. L'image classique d'homme, c'est une telle. C'est pas forcément reconnu non plus par soi-même. Moi, des fois, il y a des gens qui m'arrivent à la DPH, je dis qu'est-ce que vous avez demandé à la DPH? Moi, rien, je suis pas handicapé, c'est le docteur qui m'envoie. Non. Et ça part. Et vraiment, ce qu'il faut vraiment retenir, que dans cette situation, il s'agit d'une personne qui a certes des altérations du fonctionnement, mais qui a aussi des compétences. Et c'est extrêmement important d'être dans cette double dimension. Et c'est lié quand même à l'histoire de ce qu'a été le handicap et de l'histoire des représentations du handicap. L'âge classique du handicap, c'est ce que vous avez dit, c'est le déficit, c'est la déficience. C'était d'ailleurs au Moyen-Âge, c'était déjà ça. Et toute l'histoire du handicap, c'est comment on est passé de la charité à l'assistance et comment maintenant on passe à une dimension qui est l'accompagnement de la personne. Et c'est vrai que dans les années 50, on porte le poids des années 50. Les têtes étaient infirmes, invalides, mutilés, paralysés. On sortait de la guerre de 39-45, donc on avait des mutilés, etc. Et donc c'était ça qui fallait classifier. Et puis, on a eu, dans le milieu du XXe siècle, la classification de Wood. La classification de Wood, c'est celle qui est dans les têtes. C'est celle qu'on apprenait encore il n'y a pas longtemps dans les ICI. Pas si. Hein? La classification de Wood, c'est une classification de déficit successif. On a une lésion qui produit une déficience, qui induit une incapacité, donc on a une limitation de l'activité, qui conduit à un handicap. C'est le déficit successif, et donc c'est l'image qui reste, donc avec cette image-là, des gens qui sont dans des fauteuil roulant, qui ne peuvent pas marcher, des gens qui ont une case en moins. Voilà, en tout cas, il manque un truc, et c'est quand même une logique biomédicale. C'est une maladie avec des symptômes, un traitement, et puis il en reste quelque chose qui est de l'ordre du déficit. Donc, effectivement, ces images, c'est la diapo suivante, avec on n'entend pas, on ne voit pas, on ne parle pas, on ne bouge pas, et c'est, en tout cas, la représentation essentielle, et c'est ce qui pèse finalement sur la stigmatisation par les autres ou l'autostigmatisation. On ne veut jamais être dans cette situation, y compris quand pourtant ça pourrait apporter des avantages. La diapo suivante. Alors, la révolution, le changement de paradigme fondamental au XXIe siècle, c'est 2001, c'est la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. On passe à une représentation qui est celle de comment est-ce qu'on fonctionne. Pour mes collègues d'ailleurs médecins qui remplissent les certificats médicaux, le moins bien selon mes collègues, c'est pas la signe qui est intéressante, c'est pas la classification internationale des maladies. On ne s'occupe pas de malades,
s'occupe pas de maladies, on s'occupe de personnes qui ont un fonctionnement qui peut être altéré. Donc cette fonction, cette personne a toujours des facteurs de risque, toujours des limites, mais elle a toujours aussi des compétences. Mais l'expression de son potentiel humain, psychique, mental, physique, dépend aussi de son environnement. Et donc, cette personne est engagée dans un parcours. Et donc, ce qui change dans la classification internationale du fonctionnement, et c'est ça qui structure la façon dont on peut approcher maintenant donc, la situation de handicap, c'est qu'il n'y a pas simplement les déficiences au niveau organique, il y a aussi quelles sont les possibilités de la personne au niveau des activités, quel est le niveau de participation de la personne donc, à la vie sociale, et l'impact à la fois de facteurs personnels, ses croyances, ses perceptions, son niveau socio-économique, et aussi de facteurs d'environnement, puisque l'habitat compte, et donc tous les facteurs d'environnement. Et donc l'approche de la situation de handicap, psychique notamment, mais toutes les formes de handicap, est une approche systémique. On est dans un système dans lequel une personne est en interaction. La diapo suivante, je pense que vous connaissez tous, mais quand même, je recite ce qui est la définition de la situation de handicap de 2007, la grande loi française du 11 février 2005, constitue handicap une limitation d'activité, une restriction de participation à la vie en société, c'est la dimension citoyenne. On est d'abord des citoyens avec des restrictions subies dans un environnement par une personne en raison d'une restriction substantielle durable. Alors durable, ça veut dire au moins 1 an, d'une ou plusieurs fonctions physiques, mentales, cognitives ou psychiques. Et je suppose que vous savez que la situation de handicap psychique date de 2005. Avant 2005, ça n'existait pas. Il n'y avait que les handicapés mentaux, on mettait tout le temps. Et la situation de handicap psychique, c'est une conquête des usagers, c'est une conquête des familles, de l'UNAFAM, c'est pour une reconnaissance de quelque chose qui était relativement invisible. Une autre, juste un petit sondage très rapide, concrètement, c'est qui a droit à la hache? Qui a droit à la hache? Pardon? C'est l'allocation adulte handicapé. Qui y a droit? Quelqu'un peut parler fort? Quelqu'un qui a des altérations? Il y a une modification de la codification de quelqu'un qui? Ah non, c'est pas seulement quelqu'un qui a une reconnaissance de travailleur handicapé, c'est pas n'importe quelle altération. Alors, pour avoir relevé une allocation adulte handicapé, 1016 € par mois, depuis cette année, depuis le mois d'avril, ça concerne des personnes qui, dans leur projet de vie, ont soit une capacité permanente d'au moins 80%, c'est pas le taux d'invalidité qu'il y a dans le régime d'assurance, soit un taux entre 50 et 80%, et une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, du fait de ses limitations fonctionnelles, n'accède pas à l'emploi ordinaire. Ça veut dire que quand on remplit des dossiers MDPH, il faut tout remplir. Il ne faut pas remplir la première page avec l'identité, la fin, où on met des croix pour avoir des allocations. Il faut expliquer qu'est-ce qu'on a fait comme formation, qu'est-ce qu'on a fait comme travail, quel est le projet qu'on peut avoir, et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas réaliser son projet. Et si on ne peut pas réaliser son projet de travail, d'éducation, dans le cadre de son projet de vie, à ce moment-là, on peut avoir cette allocation adulte handicapé pour maintenir son autonomie. Je dis ça de façon, c'est juste un petit focus. Je pourrais en parler pendant longtemps. Et franchement, il faut que les services de l'EPSL, il faut que l'ensemble des acteurs qui s'adressent à la MDPH aient des gains d'amélioration là-dessus. Alors, dernier point, c'est qu'il y a la loi, ça ne suffit pas qu'il y ait la loi. Le problème, c'est est-ce qu'on connaît ses droits? Donc, est-ce qu'on affirme des droits et qu'on en bénéficie? Ou est-ce qu'on affirme des droits et puis finalement, ils ne sont pas effectifs? La loi dit que tout doit être accessible, on sait bien
on ne sait pas, les services, les rues, le monde n'est pas encore accessible, par exemple. J'ai commencé par les définitions parce qu'il faut arriver à changer de langage, il faut arriver à ne plus parler de les malades, les schizophrènes, les handicapés. Il faut parler de personnes. Personne ayant des troubles psychiques, personne est en situation de handicap. Ça n'est pas qu'une question de mots. Derrière, il y a des changements de représentation, il y a aussi des changements de pratique. Parce que concrètement, ça veut dire je ne prends pas en charge un malade, et ce matin j'ai beaucoup entendu je prends en charge des malades. Moi je dis non, on accompagne des personnes. On accompagne des personnes dans leur projet de vie. Dans ce projet de vie, il y a des projets éducatifs, des projets professionnels, et il y a des projets de soins auxquels ils adhèrent, parce qu'on a contractualisé avec eux. Derrière le changement de paradigme, il y a vraiment de nouvelles pratiques à mettre en œuvre. Et donc, la question derrière ça, c'est comment on fait. Alors, les CLSM sont un espace dans lequel ça peut se faire, mais c'est un espace dans lequel c'est un espace de citoyenneté, c'est un espace dans lequel l'idée c'est on est tous citoyens et dans cette société qui pourrait être plus inclusive, chacun a des droits et chacun a des compétences qui doivent être reconnues et qui doivent être compensées, des limites qui peuvent être compensées. Et vraiment, l'idée, et pour conclure, c'est ma conclusion, c'était qu'il faut vraiment passer de la prise en charge de malades ou de handicapés à l'accompagnement de personnes, et non pas la prise en charge, mais la prise en compte de leur projet de vie. Après, c'est énoncé, c'est un principe fort, il faudra intérêt, c'est un diapo, à bien s'informer, bien se repérer et bien se faire aider, parce que parfois c'est un peu compliqué de se reconnaître dans le dédale de ce que là c'est la ruche des structures et acteurs du handicap. Donc il y a plein de choses. Bon, ça c'est bien qu'on puisse s'y repérer et s'y orienter. Voilà, je vous remercie. L'intervention, c'est Madame Claudia, qui est neuropsychologue, donc au service de soins intersectoriels de réhabilitation, donc il a demandé d'entretenir du rétablissement, un changement de paradigme, là aussi tout aussi fondamental, qui vient articuler ce que je viens de présenter, puisqu'il s'agit d'accompagner dans un parcours de rétablissement, et l'essentiel, c'est comment on se construit, comment on accède à l'espoir et au sens. Merci pour l'introduction. Oui, ça va vraiment bien s'articuler avec ton propos. On peut passer à la diapo suivante. Donc effectivement, je travaille au service de réhabilitation de Basse-Terre depuis 3 ans. Donc sur le rétablissement, je pense que ça fait partie de nos objectifs dans le service avec les patients, de les accompagner, les patients des personnes. Alors j'ai mis patient partout, je crois, dans tous les diapos. Abus de langage, ouais. Donc je vais commencer par une définition. Alors c'est une ancienne version, donc je vais passer plus vite sur certaines diapos. Bon, je voulais vous demander aussi d'après vous qu'est-ce que c'est que le rétablissement, qu'est-ce que ce n'est pas. Ce serait quoi un synonyme de rétablissement? Ah oui, on va se faire un petit signe. Ouais, si vous n'êtes pas inspiré, l'état, Retour à un état de bien-être, on va dire, physique et mental. Ouais, c'est pas mal, merci. Donc si on prend ça au sens large, dans le Larousse, c'est ça, le fait pour quelqu'un de revenir à un bon état de santé. L'idée de se rétablir d'une maladie quelle qu'elle soit, physique également, on peut se rétablir d'une grippe. C'est un effort pour retrouver son équilibre, dans le sens de se rétablir une chute. Et en psychiatrie, moi je pense que ça incarne surtout le renoncement, c'est pas moi qui pense, mais ça incarne le renoncement au modèle médical, et donc ça vient nous bousculer quand même, et ça va remplacer la notion de guérison. Diapo suivante. On peut passer celle-là. Je ne vous fais pas tout l'historique. En tout cas, c'est né dans les pays anglo-saxons, cette notion de rétablissement dans les années 70. Et donc, c'est Patricia Vigan et Bill Anthony, qui sont eux-mêmes des usagers de la psychiatrie, qui ont voulu un peu prendre en main, on va dire, leur parcours. Et c'est tout
tout un ensemble d'usagers de la psychiatrie qui sont réunis dans des groupes d'entendeurs de voix pour un peu donner leurs sentiments sur ce que c'est. Donc Patricia Ligan a dit le rétablissement c'est une attitude, une façon d'aborder la journée et les difficultés qu'on y rencontre. Cela signifie que je sais que j'ai certaines limitations, on parlait de limitations tout à l'heure, et effectivement qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, mais plutôt que de laisser ces limitations être une occasion de désespoir, une raison de laisser tomber, j'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, je m'ouvre aussi aux possibilités, à toutes les choses que je peux faire. Donc c'est prendre un autre point de vue sur elle-même. Elle explique bien, si on pouvait regarder des vidéos sur internet, que quand on lui a diagnostiqué la schizophrénie, elle a vu un médecin devant elle qui lui a dit maintenant c'est ça que vous avez, ça va se passer comme ça, vous n'avez plus d'avenir, vous allez prendre votre traitement, terminé. Donc elle n'était plus Patricia, elle était schizophrène. Et qu'elle a eu l'idée à ce moment-là de changer un peu le monde de la médecine et de devenir psychologue. Et donc bien sûr, elle n'en a pas parlé du tout aux équipes parce qu'elle s'est dit qu'ils vont dire délire de vendeur. Une autre définition, Bill Anthony, c'est une démarche personnelle et unique visant à changer l'attitude, les valeurs, les sentiments, les objectifs et les capacités et ou les rôles de chacun. C'est la façon de vivre une vie satisfaisante et utile où l'espoir a sa place malgré les limites imposées par la maladie. Pour guérir, le malade doit donner un nouveau sens à sa vie et passer outre aux effets catastrophiques de la maladie mentale. Donc on voit bien la notion de processus, j'y reviendrai après. Et puis que c'est quand même tout un travail qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de changement. Et enfin, Christian Laval, qui est sociologue, il dit se rétablir, c'est peut-être simplement donner sa juste dimension à la maladie dans sa vie et son identité. On peut passer à la diapositive suivante. Donc il y a 4 dimensions dans le rétablissement. Quand on parlait du modèle médical, de la guérison, ça va être plutôt ceux qui ciblent le rétablissement clinique, la rémission symptomatique, avec des interventions psychologiques et pharmacologiques, comme on fait habituellement. Mais en fait, il y a tout un tas de dimensions. Le rétablissement social, donc qui sait à ce que la personne puisse être autonome en termes de logement, d'emploi, de revenus et de relations sociales. Ça a été développé avec l'intervention sur les CLSM aussi. Ça implique tout le monde, les élus, les politiques, les associations. Rétablissement fonctionnel, la restauration de la capacité à affronter des situations, à se saisir de ses capacités et de ses limitations. Donc là, on va proposer par exemple de l'éducation thérapeutique, la remédiation cognitive, aider la personne à trouver des stratégies pour affronter les situations en fonction de ses limites et aussi ses ressources. Et au centre des dimensions, le rétablissement personnel qui serait vraiment l'aboutissement de tout ça, qui est la restauration du sens de l'existence, la responsabilisation et l'espoir. On continue. Ça, on va passer. C'est des détails. Voilà, alors on va passer aussi. C'est bon, ancienne version. On passe. Voilà, donc je voulais juste parler de qu'est-ce que ça implique pour nous dans nos pratiques en tant que professionnels d'avoir cette idée-là, parce que c'est des belles idées, c'est bien beau. Mais est-ce qu'on les applique vraiment? Est-ce qu'on n'est pas... on l'est forcément de temps en temps avec un regard un peu biaisé, on se place en tant que supposé sachant dans une relation qui n'est pas toujours si collaborative que ça, donc ça va peut-être avoir l'air d'être des choses toutes bêtes et qu'on sait très bien, mais est-ce qu'on les applique vraiment? Écouter activement la personne, ça veut dire activement reformuler, ça veut dire être vraiment dans une empathie, et c'est un peu ses propres soucis à la porte du bureau, aider la personne à préciser ses objectifs personnels, qui ne sont pas nécessairement ceux que nous on va identifier. Il faut éviter de penser ce qui est bien pour la personne, et puis partir de ce qu'elle souhaite, et s'ajuster après, évidemment, en construisant le projet. Montrer qu'on croit dans ses forces, donner des exemples qui inspirent l'espoir. Recenser, ça veut dire travailler aussi en collaboration avec ses amis, avec des associations, avec des ressources autres qu'en santé mentale, et travailler d'égal à égal.
Quand on parlait tout à l'heure des mots qu'il faut utiliser, personne, patient, usager, ça pourrait peut-être être partenaire ou collaborateur, je ne sais pas, mais voilà, c'est ce sens-là. Et du coup, j'en viens au dernier point, mais que j'aurais pu mettre en premier, c'est que pour faire de pratique orientée d'établissement, ce serait assez intéressant et ça va devenir. Il va falloir qu'on le mette en place, c'est d'intégrer des médiateurs de santé pair dans l'équipe. Et ça changera tout notre regard, je pense. C'est-à-dire des personnes elles-mêmes ayant traversé la maladie psychique et qui peuvent faire part de leur savoir expérientiel en fait, pour accompagner les gens. On passe à la suivante. Juste une petite illustration. Pour finir, c'est que dans le service où je travaille, on met en place différentes activités pour aider les personnes à aller vers le rétablissement, dont un atelier journal. Et dans la dernière édition, c'est venu spontanément. Ils nous ont fait la proposition d'une petite BD. Donc je vous lis, c'est les mots des patients. La BD est née de l'envie d'allier deux arts, le dessin et l'écriture ensemble. Chacun d'entre les deux personnes ayant créé la BD maîtrisant bien l'un et l'autre. Elle traite de l'hôpital et de la vision double que peuvent avoir patients et soignants. Une divergence d'opinion surtout. Ou ce que traverse le patient est parfois nommé maladie, mais le patient ne le vit pas comme cela. Cela questionne même la notion de trouble. Les termes employés en psychiatrie sont-ils exacts? Traduisent-ils vraiment la réalité? Le vécu du patient ne serait-il pas censé primer sur l'interprétation que l'on pourrait en faire? Ça, c'est la petite introduction qu'ils en ont fait, et je vous laisse découvrir la BD. Alors, ça se lit de haut en bas, puis gauche à droite. Donc, on a le PSN de Saint-Claude avec un oiseau qui dit bonjour, je suis un des oiseaux du PSN. Je vole au-dessus de PSN et je m'y pose quelquefois. Je vais vous raconter une histoire. Quelqu'un qui est en isolement, laissez-moi sortir. On le retrouve ensuite au réfectoire plus tard, sorti d'isolement. Et puis, j'arrive pas à bien lire. L'oiseau vient lui parler. L'oiseau vient lui parler. Bonjour, je suis un oiseau, je parle avec des humains. Ok. Il dit à un autre patient, écoute, ah ouais, merci. Tu veux mettre un peu plus. Alors là, j'ai appris qui baisse. Mais en gros, les oiseaux me parlent, les oiseaux me parlent. Et la personne dit non, mais c'est pas possible. Si. Et puis l'oiseau lui parle, bonjour. Ouais, c'est vrai, donc il y a un attroupement qui va discuter avec tous les oiseaux. Et ensuite, on peut descendre un petit peu. Monsieur le psychiatre, les patients parlent aux oiseaux. Délire coupé. Et je m'arrête. Merci Mme la Présidente d'avoir fait une introduction et déjà une illustration au parcours de l'établissement. On nous a demandé à Mme Fazian de bien pouvoir partager avec nous une petite synthèse de son parcours. Elle a un vécu de parcours de rétablissement et on lui a demandé le défi de partager en quelques minutes un parcours de quelques années. Merci à elle de cet exercice. À nos côtés, c'est une première et j'espère que ça n'est qu'une première en attendant l'histoire. Merci de m'avoir invité pour intervenir. D'autant plus qu'effectivement, il y a beaucoup de professionnels et peu d'usagers, ce que malheureusement on déplore trop souvent dans ce type de séminaire, parce qu'effectivement, on aimerait être au centre de vos réflexions, encore plus. Bon, j'ai quand même noté qu'il y a beaucoup de choses de faites et beaucoup de projets en cours qui vont dans le bon sens. Dans cette problématique de rétablissement, pour moi, effectivement, elle s'est posée quand j'ai eu le diagnostic de troubles de santé mentale, où on m'a diagnostiqué comme étant bipolaire il y a plus de 15 ans, après de longues années d'errance avant, qui étaient de plus de 20 ans, ce qui décrit bien ce qui est le parcours d'une personne souffrant de troubles mentaux, qui malheureusement, trop souvent, se retrouve pas adressé correctement
au niveau des différents professionnels. Moi, j'ai eu de la chance, parce que comme vous l'avez décrit tout au long de votre séminaire, j'ai eu un médecin généraliste qui me suivait depuis 10 ans et qui a su définir effectivement de quoi je souffrais après avoir vécu des épisodes dépressifs successifs où les traitements qui m'ont été donnés ne correspondaient pas avec la pathologie. Bien heureusement, le diagnostic a été posé, passé tout le parcours effectivement qui est long de sidération. C'est comme un deuil. Vous avez, ou comme on se dit, vous avez un cancer ou une maladie mortelle, ou toutes ces maladies qui sont au long cours, où c'est difficile de procéder avec. Donc c'est un processus long où vous devez comprendre ce qui vous arrive, où vous devez arriver à accepter ce qui vous arrive, à dépasser la colère, à dépasser tout ce qui va avec. Et ensuite, c'est un processus qui est non linéaire. La maladie mentale, qu'elle soit, mais en tout cas dans mon cas, elle est faite de rechutes. Donc vous devez être vigilant, vous devez mettre en place des veilles vis-à-vis de vous, avec des signaux faibles, des signaux forts. Moi, dans mon cas, c'était effectivement, vous avez la perte d'appétit, la perte de sommeil, l'agressivité, et aussi en collaboration avec l'aide de votre famille, des gens autour de vous, vos amis, votre milieu professionnel. Alors, si vous avez des milieux professionnels, ça veut dire avec beaucoup de guillemets, bienveillants, qui... J'en vois bien qui rigole, là. C'est pas toujours le cas, et c'est plutôt pas le cas que le milieu professionnel soit bienveillant en matière de maladie mentale, et quel qu'il soit, le milieu professionnel. Je pense que même chez vous, au niveau de la maladie mentale, ça ne doit pas être simple toujours. C'est difficile de parler de maladie mentale parce que vous êtes effectivement, et c'est là l'un des freins principaux du rétablissement, la stigmatisation et l'auto-stigmatisation. C'est-à-dire que à ce moment-là, la stigmatisation devient plus dure à vivre que la maladie elle-même. Donc, effectivement, tout ce que vous avez dit tout au long de la conférence, de travailler sur les formations au plus tôt, au niveau des jeunes, au niveau des différents acteurs, que ce soit socio-professionnels, au niveau justement EPCI, au niveau de tous les acteurs de notre vie sociétale, qui fera qu'on aura à mieux vivre ensemble. Parce que la maladie mentale nous concerne tous, ce n'est pas que moi. Demain, ça peut être vous, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être... Donc, quand on dit qu'il y a un quart de la population qui est concernée, moi je dis non, nous sommes tous concernés par la maladie mentale à un moment donné dans nos vies. Et effectivement, arriver à se rétablir dans le brainstorming dont parlait Nadine, enfin pour moi, ça a été l'apprentissage avec un processus unique qui débute là où j'ai décidé de ne plus donner le pouvoir à la maladie de contrôler ma vie. Ça, c'est quelque chose qui est très dur, qui prend du temps, qui demande des efforts, mais qui a été... Alors, pour certains, quand je dis ça, les gens me disent tu vas un peu loin, je dis non, je ne vais pas loin. Pour moi, ça a été un cadeau, parce que ça m'a appris à me réinventer et à apprendre beaucoup de choses sur moi que je ne savais pas être capable de faire. Et on dit que c'est un handicap et qu'on a des limites. Finalement, j'ai appris que je pouvais dépasser. Certes, on a temporairement, effectivement, on a des crises, certaines limites, mais quand on arrive à se dépasser et à se rétablir, on se rend compte qu'on peut dépasser ses limites et effectivement aller mieux. Donc j'espère que ce message d'espoir aidera autant les soignants à continuer à lutter, parce que je vous remercie de votre travail, parce que c'est pas un travail qui est facile,
et aux aidants aussi, parce que pour eux c'est aussi une partie difficile, parce que c'est avoir quelqu'un qui souffre de maladie mentale, c'est pas facile tous les jours, il faut avoir un mental vraiment bien solide pour pouvoir l'épauler. Et c'est très fatigant parce que très souvent ce sont les aidants qui flanchent plus tôt que la personne elle-même. Merci pour votre Merci Fabien du partage voilà. C'est ça aussi le savoir expérientiel, on apprend des choses sur soi et on essaie de le partager avec les autres parce que c'est un savoir sur quelque chose d'universel que notre rencontre avec notre vulnérabilité, mais notre capacité de se reconstruire. Alors, dernière intervention, c'est Max Gabriel, donc, il est le cadre coordonnateur du CREPSI, le Centre de ressources sur handicap psychique. J'ai eu le plaisir de créer ça au sein de l'EPSL grâce à la volonté de sa directrice, Mme Gillial, qui l'a voulu et nous l'avons fait. Et pour l'instant, il n'a pas toute sa dimension, il est très figurateur à l'intérieur de l'EPSL, mais il existe depuis un an. Et Max Gabriel, il fait pas mal de choses. Je vais vous présenter 2 points essentiels, qui est le premier secours en santé mentale, et aussi dévoiler, enfin, le scoop de la journée, le site internet qu'il a mis en ligne sous peu, si vous n'avez pas déjà, ça trouve depuis tout à l'heure, et qui permettra donc d'apporter beaucoup d'informations sur la santé mentale, le handicap psychique, et aussi tout ce qui se fait dans ce domaine-là dans la région et au niveau national. Max, à toi. Merci Michel. Vraiment, je voulais vraiment vous remercier. Notre première rencontre, elle est fabuleuse. On a appris à se connaître et surtout de parler de santé mentale d'une manière toute simple. Et comme on se disait, l'important au niveau de la santé mentale, me semble-t-il, c'est que chacun se mette au niveau de l'autre. Il n'y a pas un qui est en haut, un sachant, puis l'autre qui vit la maladie. Et je trouve très important par rapport à la manière dont on échange avec quelqu'un qui souffre de pathologie mentale, très important de se mettre à la hauteur de l'autre. Fini les sachants. Je ne saurais pas dire que c'est des ennemis. Alors, moi je suis là pour vous présenter un des outils aussi. Elle a travaillé sur tous les concepts de rétablissement, donc je vous ai fait un petit résumé très intéressant, qui fait que c'est dans le centre de ressources en handicap psychique, EPSMG. Alors, c'est vrai que personnellement, c'est un outil que pendant une dizaine d'années que j'ai utilisé dans le Pays de la Loire, là où je travaillais auparavant, puis j'ai eu ma retraite. En arrivant, en rencontrant mon collaborateur de gauche, et puis surtout Mme Guillet, elle a réussi à nous convaincre qu'il faudrait mettre en place un centre de ressources, un outil fabuleux. Je vous assure vraiment, pour l'avoir expérimenté pendant plus d'une dizaine d'années au Pays de la Loire pour 5 départements, vraiment c'est un outil fabuleux. Mais on verra comment on va pouvoir le mettre en œuvre au niveau de la Loire. Là, c'est vraiment quelque chose de préfigurateur. Oui. Alors, le premier diapo, avec l'objectif généraux en général des centres de ressources psychiques, premièrement, promouvoir la santé mentale, l'empowerment des usagers. Vous voyez, on commence toujours par les usagers. C'est très important, l'empowerment des usagers. Deuxième, améliorer la connaissance du handicap psychique, promouvoir le concept de rétablissement. Je crois que voilà, c'est le outil et on va continuer à le dire. Soutenir les pratiques innovantes, la modernisation, la qualité des pratiques professionnelles, vaste chantier, et surtout accompagner le déploiement de la politique nationale et régionale sur le handicap psychique. Alors c'est vrai que notre CREPSI est adhéré au réseau CREPSI de toute la France. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de CREPSI, et donc notre CREPSI, bien qu'il ne soit pas encore officiellement au niveau de certaines instances, nous participons activement au réseau des CREPSI, qui vraiment ça travaille beaucoup. Objectif opérationnel, lutter contre la stigmatisation. Et j'ai pour preuve, l'arbre que nous avons construit, c'est un fabuleux outil à utiliser dans les CLP, dans les instituts de jour, et puis les mettre aussi au niveau du centre d'accueil, au niveau du CCAS. Vraiment, c'est un outil mobilisable très rapidement et travailler sur la représentation.
vraiment, je vous invite à nous consulter à la fin de la séance si vous avez le temps. Promouvoir le concept de rétablissement auprès des professionnels du champ sanitaire, mais surtout les partenaires de l'EPSMG au niveau social, au niveau médico-social. Favoriser l'accès aux droits des usagers, je crois qu'on a beaucoup dit. Développer l'emploi, je l'ai déjà dit, je le redis. Des professionnels en développant des formations PSSL standards et jeunes. Alors, juste à titre d'information, standard et jeunes existent, et bientôt nous aurons les PSSL adolescents. Et en 2026, il y a un groupe qui travaille pour les PSSL personnes âgées. Et tout ça en soutenant le développement de la pérédance, très intéressant de travailler sur cet angle-là. Constituer et entretenir une base documentaire, donc vous verrez au niveau de notre CREPSI qui se situe à la maison d'avant, nous avons déjà une base documentaire. Diffuser des informations pertinentes aux partenaires et aux professionnels de l'EPSMG, élaborer et faire vivre une page internet qu'on va vous présenter d'ici peu. Je fais juste 30 secondes sur le projet configurateur apporté par l'EPSMG. Priorité actuellement les données sur les premiers secours en santé mentale. Actuellement, plus de 180 agents ont pu bénéficier de la formation PSSL standard. Et pour 2025, de nombreuses sessions sont déjà programmées pour le PEPSI et d'autres par promotion de santé Guadeloupe. C'est quoi PSSL? C'est quoi le premier secours en santé mentale? C'est une formation de 2 jours, ouverte à tous, qui permet de former les secouristes capables de mieux repérer les troubles en santé mentale, d'adopter un comportement adapté, d'informer sur les ressources disponibles, et d'encourager à faire des professionnels adéquats et, en cas de crise, d'agir pour aider au service le plus adapté. Parce qu'on sait depuis les études que les études épidémiologiques montrent que plus de 5 ans pour qu'on puisse, quelqu'un puisse accéder au service, notamment au niveau du CNP. Nous avons un certain nombre de retards au niveau donc, de toute la partie promotion, toute la partie je vais le dire. En tout cas, il est nécessaire vraiment de prévenir, de faire des choses en avance, et le premier secours en santé mentale permet de régler ce type de situation. Dernière chose que je voulais présenter, c'est notre site. Alors, c'est un bon travail qui a été fait en collaboration surtout avec Michel Hello, le président de l'Économie, mais je vous laisse découvrir tranquillement. Donc là, on est en train de balayer les différentes pages qu'on a prévues, avec les concepts, les outils, les formations, l'actualité. Il y aura aussi un newsletter qui permettra de donner des informations. Toutes les ressources vont apparaître. Voilà, ça va apparaître comme ça, les différents onglets qui permettent de savoir un nouveau paradigme avec des définitions de rétablissement, le rétablissement sentimental. Donc toutes ces thématiques seront développées à l'intérieur de notre site internet. Avec le parent, je n'ai pas l'accent anglais, mais c'est le pouvoir d'agir. Voilà, on tenait à vous le présenter, et on attend le feu vert de Madame la directrice pour qu'on puisse être à disposition du grand public le plus rapidement possible. Voilà, vous aurez l'occasion vraiment d'aller surfer sur ce site assez rapidement. Et donc, je vais quand même vous montrer, pour terminer la présentation, notre logo. Notre logo qui présente donc le PEPSI génie avec, c'est noté, donc le pouvoir d'agir. Voilà.
Merci. Oui, ben là, on a fini la table ronde, donc la parole circule, donc dans quelques échanges, il est 16h02, on est dans les arrêts de jeu, c'est ça? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parce que, bon, on va fatiguer d'ordre. Au fond, il y a une demande de parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Georges Coutin, cabinet du BND. Donc, j'ai participé hier à la première journée qui parlait de l'architecture et donc du marketing sentimental. Et la question m'a fait parce que je n'ai pas beaucoup entendu parler de passion et d'usager. Et aujourd'hui, je suis un peu plus satisfait parce qu'enfin, on donne la parole à quelqu'un qui a vécu ce que moi-même j'ai vécu. Et c'est vrai qu'en entendant la tête, je me dis, tiens, le meilleur de ce peuple, eh bien, c'est bien qu'aujourd'hui, on puisse donner la parole à ceux qui sont passés par là. Parce que quand on n'est pas patient, on n'est pas devenu patient. D'ailleurs, moi, je suis même impatient même. Donc, par rapport à ça, quand on n'a pas, on ne s'est pas retrouvé un beau matin à la clinique, l'espérance en ne sachant pas pourquoi on est là, on ne sait pas de quoi on parle. Maintenant, j'ai été beaucoup plus sensibilisé à cette problématique, à tel point que j'ai suivi la formation de secouristes en premier secours sur la santé mentale. Et c'est vrai qu'avec ces outils-là, on a vraiment une approche qui est plus terrain. Donc il faut donner la parole aux gens comme Madame Rosemont-Talton, aux responsables des usagers, pour faire en sorte que les couvertures de santé mentale ne soient pas que l'affaire des sachants. Merci monsieur de dire qu'effectivement, les sachants, oui, ils ont la science, mais ceux qui vivent, ceux qui sont patients, ils ont aussi leur moyen. Donc c'est vrai que associer ce témoignage-là est très important. Et en fait, madame, qui est juste au bout de la table, votre outil, le slide sur ce qu'il faut, le minimum à savoir en fait, sur ce qu'il faut pour accompagner. Je crois qu'on devrait discuter ça à tout le chacun dans la salle, parce que c'est vraiment un résumé de synthèse des bonnes pratiques à avoir en cas de rencontre avec le tout simple. Parce que comme je le dis souvent, on a tous une branche, il suffit de faire en sorte d'avoir soit le sécateur, soit la tronçonneuse, soit la sauteuse pour l'élaguer, parce que nous sommes tous potentiellement un jour appelés à être passés. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci vraiment parce que c'est important et merci à Madame la représentante. Pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, effectivement, je comprends très bien effectivement que ces propos fassent écho et j'en suis contente parce qu'effectivement, il est nécessaire qu'on entende nos voix et qu'on nous remette au centre de tous vos dispositifs parce que ça va nous permettre tous ensemble, pas uniquement que vous les professionnels, parce que vos expertises, nous les respectons, mais il faut que vous entendiez nos besoins, parce que c'est ceux qui font vos professions. Merci. C'est essentiel. La totale complémentarité entre le savoir scientifique et le savoir expérientiel. Donc il n'y a pas de contradiction. On a eu beaucoup de mal avec une partie de mes collègues psychiatres, même y compris dans mon ancien syndicat, avec lequel le lobby du pouvoir psychiatrique était assez fort, mais là c'est acquis. Le savoir expérientiel des usagers n'est pas contradictoire, ne menace pas, et est tout à fait complémentaire avec le savoir
donc de scientifiques. Le centre hospitalier de Monterrand, un temps encore sombre, je ne sais pas ce qui est depuis noir, était membre du centre collaborateur OMS, était fondateur du centre collaborateur OMS depuis plus d'une vingtaine d'années, dans les années 99. Et pour le centre collaborateur OMS, on ne fait rien sans les usagers, on ne fait rien sans les familles. C'est une maxime d'ailleurs, alors je vais la s'écrire en anglais parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas parlé, nothing about us without us. Rien à notre sujet sans nous. C'est une maxime des usagers nord-américains et c'est quelque chose qui est essentiel au niveau du centre collaborateur OMS et c'est quelque chose qui est essentiel dans cette approche du parcours d'établissement. Oui, alors je voudrais répondre aussi à l'intervention de monsieur. Effectivement, merci beaucoup madame pour votre témoignage, votre partage de votre expérience, aussi venir au-devant des professionnels, effectivement. C'est un travail que nous faisons, en tout cas au sein du secteur G06, on est vraiment dans un travail de déstigmatisation. Par exemple, l'arbre de la déstigmatisation, c'est un projet aussi que nous avons mené au sein de notre secteur avec des usagers au fil de très très longues séances. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait toujours un engouement, une participation des personnes concernées par un trouble psychique. Maintenant, en termes parce que cet arbre, finalement, il est censé être animé par des personnes concernées par un trouble, et pourtant, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il figure. Bien sûr, on a pu voir les personnes qui l'ont élaboré, donc ça aussi, j'étais très contente de le constater. Malheureusement, quand il a été proposé à nos usagers de faire cette présentation, de faire vivre cet arbre justement, c'est là où il y avait une difficulté pour eux parce qu'il y a encore cette stigmatisation qui est tellement présente. Donc le dévoilement n'est pour l'instant pas possible pour nos usagers. Donc le travail est à nous professionnels déjà dans un premier temps de changer notre vocabulaire, changer notre regard sur les personnes concernées et leur donner leur place en tant qu'acteurs du soin et pas avoir cette position paternaliste, très verticale, très médico-centrée finalement, puisque c'est eux qui sont au cœur de leur prise en charge finalement. Donc monsieur, je réponds justement au fait que pour l'instant le dévoilement n'est pas encore possible, mais c'est à nous en tout cas de le créer et de favoriser un environnement serein pour eux, pour qu'ils puissent s'exprimer effectivement. Et ça passe par les séminaires, ça passe par le congrès. Ma collègue me disait justement que c'était l'occasion aussi pour le grand public de poser des questions sur la santé mentale et donc d'être déjà plus avertis, plus fins dans leur analyse aussi des situations qu'ils rencontrent et des profils en fait qui sont nos usagers. Donc voilà ce que je voulais dire pour ça. Le dévoilement, ça prend aussi du temps, c'est pas facile pour eux. Donc madame, encore une fois, merci et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Et maintenant, on sait que le dévoilement est possible. La voie est ouverte et nous allons, en tout cas, le CREPSI va continuer dans cette direction-là. Le programme avait prévu une conclusion de 15h45 à 16h, il est 16h10, je suis dispensé de conclusion. Vous allez la faire. Juste deux mots. Voilà. Donc je suis Madame Robert Michi, je suis représentante des usagers. J'informe M. Boucard que dans chaque établissement de santé, nous avons des représentants des usagers. Alors le PSMG est particulièrement bien doté parce que nous sommes 4. Vous avez des établissements où il n'y en a qu'un ou deux, malheureusement. Il n'y a pas suffisamment de candidats. Voilà. Donc, notre particularité, nous représentons les usagers, nous allons dans les établissements et vers l'usager. Donc, nous avons des animations que nous faisons avec eux, nous avons des permanences. Et l'année dernière, puisque cette année, je n'ai pas pu participer à la semaine de sécurité des patients, nous avons eu à aller vers ces patients. Nous avons expliqué nos rôles, nos missions. Et nous avons eu des retours. Et nous avons eu des usagers qui, malgré les petits malais, pas dit rien, ok, tombé en mer. Il y en a qui ont affronté. Il y en a qui ont affronté, qui ont dit voilà, nous avons tel problème de l'enceinte de l'établissement. Nous parlons aux soignants qui ne nous écoutent pas parce que les doses sont trop fortes, etc. Voilà. Donc, une fois
on avait entendu, nous avons eu des personnels qui leur disaient « Mais qu'est-ce que tu as dit ?» Voilà. Donc je dis tout simplement qu'il faut changer aussi nos méthodes. Nous voulons que nos usagers changent. Nous voulons qu'ils viennent vers nous. Nous voulons que la famille vienne. Mais nous aussi, il va falloir que nous changions nos méthodes. Voilà. Les phrases qu'on disait auparavant, vous savez très bien que ça ne fonctionne plus. Il faut faire bouger les murs. Nous sommes en train de le faire. Parce que nous pensons déménager, construire, déménager, mais il faut aussi changer les méthodes. Il faut savoir écouter l'usager. J'en ai eu deux. Je me disais, on dit aux soignants, on dit aux docteurs que la dose est trop forte. Mais ils continuent. Je vous disais, écrivez parce que si je dis ça en CDI, on ne va pas me pouvoir écrire. Madame, vous pensez bien que je ne pouvais pas pouvoir écrire, je ne peux plus tenir le stylo. Voilà le retour de la semaine de sécurité des patients l'année dernière. J'en ai terminé. Merci. Alors, merci Mme Gillet d'avoir voulu ce séminaire. Merci à tous ceux qui l'ont organisé, qui l'ont permis. Merci à tous les intervenants de l'avoir enrichi. Merci. Tu veux dire moi? J'ai oublié, alors effectivement, moi j'ai terminé, c'est toi qui termine. Je poursuis les remerciements de Michel Hello avec une spéciale dédicace. Alors je disais, je poursuis les remerciements, ça marche pas. Désolée, c'est les aléas directs, c'est comme ça que tout. Donc je disais, je poursuis les remerciements de Michel parce que la journée était longue, elle a été intense en information. Je voudrais faire une spéciale dédicace pour nos invités overseas, Dr Christophe Schmitt, qui hier nous a présenté beaucoup d'espoir pour nos constructions. Ce matin, M. Sourdillon, enfin Dr Sourdillon, quand il est en ça va vous rester, qui nous a parlé du livre blanc, et je suis sûre que dans les rédactions, il y aura un petit peu d'outre-mer, le fait d'être venu, d'avoir entendu. Dr Rémi Slama, qui pour moi n'est plus un étranger, puisque ça finit par nouer des liens, mais surtout je voudrais une spéciale dédicace pour nos collègues de Sainte-Lucie, qui nous font l'honneur et le plaisir d'être on a parlé de remettre les usagers au milieu du dispositif, mais il faut aussi un autre volet, c'est la recherche. Et là, on est en train de poser les bases de la coopération avec nos voisins caribéens, avec lesquels nous partageons une histoire commune, sûrement qui aura des résonances. Et il nous faut des chercheurs, donc je tiens à remercier notre futur professeur qui a fait le déplacement pour venir aussi nous parler d'un sujet extrêmement important, l'addiction, et que ce n'est pas que le sanitaire qui doit s'occuper de l'addiction, ça doit être un problème sociétal. Et donc on espère bien qu'on est en train de jeter les bases de données qui vont enrichir les politiques publiques. Ce n'est pas tout de parler de ces spécificités, il faut les démontrer. Donc merci à tous, bon retour à vous et à l'année